Tout ça, ils se bouffent le nez les uns les autres. Mais enfin, tout ça, c'est le même magma LR. Donc M. Lisnard s'est retiré. Mais j'ai vu que M. Lisnard, il dit qu'il veut faire prévaloir le droit national sur les traités européens. Il veut faire prévaloir la Constitution française sur les droits européens. Mais ça, c'est une vieille lune. Madame Le Pen l'a dit, ça fait 15 ans que le RN le dit, que d'autres le disent, sauf que c'est pas possible. Monsieur Lisnard, il faudrait un petit peu se tenir au courant. La Cour de justice de l'Union européenne a déjà décidé que ça n'était pas possible, que c'était interdit, que les traités devaient prévaloir sur les constitutions nationales. Donc ça veut dire que, en fait, M. Lisnard, comme M. Retailleau, d'ailleurs, promettent des choses qu'ils ne pourront pas tenir. Tout ça parce qu'ils savent que dire qu'il faut sortir de l'Union européenne, c'est la mort médiatique assurée. Donc ce sont les petits toutous, hein. Ce sont des toutous de Bolloré, de Bernard Arnault, de Patrick Drahi. C'est ça en fait, des petits caniches. Ils disent oh là là, on n'a pas le droit de le dire, donc on va essayer de biaiser, de trouver des choses. Et puis il se passera quoi? C'est que si d'aventure ils sont élus à l'Élysée, il ne se passera rien. Voilà. On a déjà eu le phénomène. Je me permets de rappeler aux gens, aux plus jeunes qui m'écoutent, qu'en 1995, l'élection présidentielle a vu le triomphe inattendu de Jacques Chirac, qui a été élu à l'Élysée. Bien. Et puis en 97, Chirac, sur les conseils particulièrement délirants et mal avisés de M. Dominique de Villepin, Chirac a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, sans aucun motif. Le seul motif, c'était que, à partir du moment où le mandat à l'époque était de 7 ans du président de la République, si on dissolvait au bout de 2 ans, la nouvelle Assemblée qui durait 5 ans permettrait à Chirac de terminer son mandat de 7 ans avec cette nouvelle Assemblée. Et à l'époque, M. de Villepin avait eu des visions, comme il en a régulièrement. Il avait dit que la majorité chiracienne l'emporterait haut la main. Moi, je me rappelle, j'étais en cabinet ministériel. Je m'étais fait remarquer déjà en disant que si dissolution il y avait, on serait battu. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. Voilà. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que c'est la majorité et Jospin qui est devenu Premier ministre. Bien. Mais je me rappelle très bien, et ça c'est vraiment, vraiment important, c'est que pendant la campagne pour les élections législatives de 1997, suite à la dissolution conseillée par Villepin, décidée par Chirac, il y avait, pendant la campagne électorale, Jospin avait fait campagne, excusez-moi, 97, ça va quand même faire 30 ans, hein. Jospin avait fait campagne sur le fait qu'on ne pouvait pas supporter les contraintes européennes, et notamment les critères de Maastricht qu'il allait falloir alléger et supprimer, notamment en matière de déficit budgétaire, etc. Il avait fait campagne là-dessus. Moi, j'avais été... Alors, à l'époque, j'étais en cabinet ministériel, j'avais pas créé l'UPR, j'étais encore un haut fonctionnaire inconnu, etc. Moi, je disais autour de moi et aux gens qui voulaient bien m'écouter que c'était vraiment scandaleux. Que Jospin, s'il disait qu'il allait faire plier il ne ferait plier rien du tout. Mais il y a des gens, il y a des Français qui ont mordicus, qui ont cru que Jospin allait y arriver. Les Français n'arrivent pas à comprendre que nous n'avons plus le pouvoir. Les Français croient, je vois d'ailleurs sur Internet, les gens disent ouais, moi, non, ce qu'il faut, c'est une Europe comme ça. Ah non, 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 moi, ce que je veux, c'est une Europe, l'Europe des nations. Mais c'est pas nous qui décidons. Ça n'est plus nous, nous ne décidons plus de rien. La seule chose que l'on puisse prendre comme décision, c'est de sortir de ce truc-là. Mais pour le reste, à partir du moment où on y reste, on est noyé dans avec 26 autres États qui ont des intérêts totalement opposés aux nôtres. Il s'est passé quoi en 97? Les Français ont élu une majorité PS. Jospin a été nommé à Matignon. Il avait été à peine nommé à Matignon que Chirac et Jospin sont partis à Berlin pour aller rencontrer le chancelier allemand, et qui donc était le prédécesseur de Madame Merkel, qui était... comment il s'appelle? Un petit trou là, de mémoire. Rappelez-le-moi. Et donc, ils sont allés voir le chancelier allemand.
pour lui dire, ben voilà, en fait, ce que nous voulons, c'est faire sauter les critères de Maastricht, nous voulons modifier ci, modifier ça, etc. Et le chancelier allemand a dit Nein. Voilà. Schröder, voilà. C'est ça, merci de l'avoir retrouvé entre-temps. Oui, c'était le chancelier Schröder qui a dit Nein. L'Allemagne n'est pas d'accord. Mais il s'est passé quoi? Il s'est passé que vous avez eu Dupontet et Dupondé, nos deux pieds nickelés, Chirac et Jospin, qui sont revenus en France. Et puis Jospin a été interviewé à la télé, sur le TF1 20h. Et puis Jospin a dit, ben voilà, nous sommes allés voir le chancelier d'Allemagne, mais l'Allemagne n'est pas d'accord. Donc terminé. Voilà. Mais ça, tout le monde le savait à l'avance. C'est la raison pour laquelle, vraiment, j'insiste à quel point les Français ne croyaient surtout pas ce genre de billevesée. Ne croyez surtout pas que Retailleau va pouvoir fermer les frontières avec l'Espagne. Jamais. Jamais. Ne croyez surtout pas que l'ISNA va pouvoir faire prévaloir le droit national sur le droit européen. Ne les croyez pas. Ce sont des menteurs. Ou des menteurs ou des incompétents, mais au bout d'un certain moment... Non, Retailleau, c'est un menteur. L'ISNA, c'est peut-être un incompétent. Voilà. Mais ça veut dire que de toute façon, ça n'aura pas lieu. La seule chose pour débloquer la situation, c'est de faire ce que je propose depuis 19 ans. C'est de dire on sort de l'Union européenne. Voilà. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, puisqu'on en est à parler de ça, j'ai un de nos adhérents qui m'a fait passer, pas plus tard qu'aujourd'hui, je me suis dit, tiens, si je trouve le moyen, j'en parlerai. Il m'a fait passer un truc que j'ai trouvé formidable. On va le publier sur Internet, donc je vais vous le lire. Il a retrouvé, alors je ne sais pas comment il a fait, c'est assez extraordinaire. Il me l'a fait passer tout à l'heure. Il a retrouvé une note du 13 juillet 1965. Donc, De Gaulle est président de la République, et c'est pendant la période de la politique de la chaise vide de Luxembourg. Donc je remercie cet adhérent qui doit m'écouter, je le remercie beaucoup. Il se prénomme Philippe, il se reconnaîtra. Et le conseiller juridique, c'est cette note du 13 juillet 1965, numéro 444, qui devait être adressée très probablement au ministre des Affaires étrangères, puisque ça a l'air d'émaner du ministère des Affaires étrangères. Note qui était destinée à Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, et très probablement au-dessus à Charles de Gaulle. Et je vais me permettre de vous la lire parce que ça vaut vraiment le coup. Et vous la trouverez, on va la mettre là-dessous. Note au sujet des problèmes juridiques posés par la crise de Bruxelles. Voilà. Donc, on rappelle, De Gaulle a décidé de faire la politique de la chaise vide. Et il y a une crise. Il y a une crise parce que la France n'est pas présente. Et voilà ce qu'écrit ce conseiller juridique, qui est donc au cabinet ministériel du ministère des Affaires étrangères. Il convient d'avoir présent à l'esprit que si la France ne se place pas délibérément, que si la France ne se place pas délibérément et clairement hors du système communautaire, nos partenaires de la CE, donc de la Communauté économique européenne, peuvent trouver dans celui-ci, donc dans ce système juridique, les moyens, au moment qu'ils choisiraient, de la conduire à la rupture. Premièrement, la note ci-jointe du 6 juillet, préparée par le SGCI. Le SGCI, c'est le secrétaire général de coordination interministérielle, justement pour coordonner la position de la France entre les différents ministères vis-à-vis de l'Union européenne. Enfin, vis-à-vis de ce qu'on appelait le marché commun, puisque c'était avant Maastricht, donc avant la création de l'Union européenne. La note ci-jointe du 6 juillet, préparée par le SGCI en liaison avec le service juridique du département, ça veut dire du ministère des Affaires étrangères, montre comment peut être attaquée notre politique de la chaise vide. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, mais au cas où il ne serait pas recouru à cette attaque directe, les États membres de la CE disposent d'une autre formule. Dans le domaine où peuvent intervenir des règlements à la majorité qualifiée, l'absence de la France ne bloque pas la procédure. Article 148.2. L'adoption de tels règlements n'est donc pas impossible. En conséquence, si le gouvernement refusait, par exemple, d'exécuter le prochain budget, initié par hypothèse hors la présence de son représentant,
il pourrait être attrait devant la Cour de justice. Ça veut dire transféré devant la Cour de justice de la Communauté économique européenne. Mais, fait plus grave, d'autres règlements directement introduits dans le droit national en vertu des articles 189 et 191 continueront, même si la France n'a pas participé à leur adoption, à être appliqués par nos administrations et par nos tribunaux en vertu du jeu combiné des 10 articles et des dispositions de notre Constitution. La conséquence de ça étant, la note se termine, il y a même lieu de prévoir que par le jeu de l'article, je ne sais pas si on le voit à la caméra, que par le jeu de l'article 177 qui échappe au pouvoir exécutif, la validité de ces textes sera proclamée par la Cour de justice de Luxembourg. Ces réflexions font apparaître que si la France veut bloquer définitivement le mécanisme communautaire sur son territoire, elle devra, écoutez bien ça, elle devra à un moment quelconque proclamer son retrait de l'organisation de Bruxelles afin de consacrer la rupture entre l'ordre juridique national et l'ordre juridique de la CEE. 13 juillet 1965. C'était il y a 61 ans. Ça n'a pas changé. Voilà. Et ça, cette note-là, c'était Maurice Couve de Murville. C'est un petit peu technique, hein. Enfin, vous avez compris l'essentiel. Et au-delà de Couve de Murville, c'était Georges Pompidou, le Premier ministre, et Charles de Gaulle. Et comme de Gaulle aimait beaucoup connaître le fond des dossiers, cette note a certainement été lue par de Gaulle. D'ailleurs, de Gaulle avait dit à Perfit, sortir du marché commun, ça ne nous dérangera pas. Le monde est grand et la France a un grand rôle à y jouer. Donc, 61 ans après, nous sommes toujours dans cette même situation.